Chaque matin est comme une bataille silencieuse. À peine ouvres-tu les yeux, tu es déjà sur le champ de bataille. Les souvenirs de la veille tentent de s'immiscer. Les notifications du monde moderne commencent à crier. Les préoccupations que tu as laissées en suspens te poussent avant même que tu ne te lèves du lit. Et juste là, dans ce premier moment, tu as deux options. Prendre le contrôle ou te rendre sans t'en rendre compte. Donner ton énergie, ta clarté, ta volonté, sans avoir fait un seul pas. La plupart des gens ne choisissent pas, ils réagissent simplement. Ils se réveillent avec le téléphone à la main, vérifiant ce que les autres ont fait, laissant le monde entrer sans permission. Dès la première minute, ils sont déjà en retard. Ils éteignent déjà des feux. Ils sont déjà emportés par le bruit, par les exigences, par des émotions qu'ils ne comprennent même pas. Mais vivre ainsi n'est pas normal. C'est commun, oui, mais cela ne le rend pas correct, parce qu'il y a une autre façon de commencer la journée, et cela ne dépend pas du temps, du travail ou de ce que disent les autres. Cela dépend de toi, de ce que tu décides de faire avec tes premières minutes, tes premières pensées, ta première respiration. C'est là que tout commence. Je ne vais pas te parler avec des phrases creuses ou des promesses magiques. Je vais te dire la vérité, crûment si nécessaire. Si tu ne contrôles pas ton matin, tu ne contrôles pas ta vie. Et tu n'as pas besoin de le dire, ça se voit. Sur ton visage, dans ton énergie, dans tes décisions. C'est pourquoi tu as besoin de force mentale, tu as besoin de direction, tu as besoin d'habitudes qui éveillent quelque chose en toi, qui te rendent le pouvoir que tu as donné jour après jour. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à penser, c'est un outil pour vivre. Et ce que tu vas entendre maintenant, ce sont 8 leçons stoïciennes, applicables, directes, conçues pour t'aider à commencer la journée avec intention, avec concentration et avec un véritable pouvoir. 8 rappels pour que tu prennes les rênes, avant que le monde ne le fasse pour toi. Es-tu prêt à arrêter de vivre en automatique? Alors écoute attentivement. Parce que ce n'est pas une motivation passagère, c'est une façon de se réveiller. 1. Réclame ton premier souffle comme un acte de pouvoir. Imagine que chaque matin tu te réveilles dans un bâtiment en flammes. Il n'y a pas de sirène, pas de cris, juste de la fumée invisible qui s'infiltre par les fissures de ton esprit. Cette fumée s'appelle distraction, anxiété, pensée répétitive, bruit du monde, attente des autres. Et le plus dangereux n'est pas que le bâtiment brûle, mais que tu te sois tellement habitué à la chaleur que tu ne la sens plus. Que tu ouvres les yeux et te laisses simplement consumer sans t'en rendre compte. C'est pourquoi le premier souffle compte, parce que c'est la porte de sortie. C'est ce moment où tu décides si tu continues en pilote automatique ou si tu prends le contrôle et romps avec cette routine de réagir sans penser. Réclamer ton premier souffle comme un acte de pouvoir signifie se réveiller avec conscience, pas avec peur. Cela signifie que la première pensée du jour n'est pas empruntée, n'est pas une notification, n'est pas une dette en suspens, elle est à toi. C'est l'encre avec laquelle tu affirmes que tu es vivant, que tu as le contrôle, que tu décides comment commence ton histoire aujourd'hui. La plupart des gens se réveillent pour courir. Ils ne savent même pas vers où, mais ils courent. Ils se réveillent avec l'esprit accéléré, avec l'énergie basse, avec la volonté rendue. Parce que dès la première seconde, ils sont connectés à l'extérieur, à ce que les autres veulent, à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ainsi, au lieu de commencer la journée de l'intérieur, ils la commencent à partir du bruit. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et personne ne construit une vie pleine en survivant au quotidien. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur la maîtrise intérieure. Parce que si tu ne contrôles pas ton esprit au réveil, tu es déjà en train de perdre. Peu importe ce que tu fais après, tu as mal commencé. Et ce qui commence mal finit généralement de la même façon ou pire. Mais cela peut être brisé. Pas avec des formules magiques, mais avec intention, avec pratique. Avec l'habitude consciente de t'arrêter, de respirer et de prendre ce premier instant comme sacré. Ce premier souffle n'est pas seulement de l'air, c'est une déclaration.
C'est le moment où tu te dis « Je suis ici, éveillé, présent, et personne ne va me voler ma clarté ». Cela peut sembler insignifiant, mais cet acte symbolique est la graine de tout ce qui suit. Parce que si tu ne peux pas contrôler un souffle, comment vas-tu contrôler une conversation difficile, une émotion intense, une décision importante? La maîtrise commence par les petites choses. Et si tu le prends au sérieux, tu vas remarquer la différence. Il ne s'agit pas de méditer 1 heure, ni de répéter des affirmations vides. Il s'agit de t'arrêter, d'observer le silence, de te reconnaître. C'est une pause pour te rappeler que tu n'es pas tes tâches en attente, tes problèmes, ni tes peurs. Tu es la conscience qui peut les diriger, les affronter ou les laisser partir. Si ton premier acte au réveil est de respirer avec intention, tu es déjà en train de gagner. Tu ne fuis pas le jour, tu lui fais face. Tu ne réagis pas, tu choisis. Et cette différence est énorme, parce que ce n'est pas la même chose de vivre en réponse au chaos que de vivre avec direction. Le stoïcisme ne parle pas de contrôler absolument tout. Il parle de maîtriser la seule chose que tu peux vraiment gérer, ton esprit, tes actions, ton attitude. Et le premier souffle est le rappel de cela. Peu importe si tu as mal dormi, si la journée sera difficile ou si certaines choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Ce qui compte, c'est comment tu décides de commencer, parce que cette décision donne le ton à tout ce qui suit. Si tu veux construire une vie forte, claire, imparable, commence par faire de ton premier souffle un acte conscient, ferme, puissant. Parce que c'est là, dans ce petit instant, que commence le véritable contrôle. 2. Protège ton esprit de l'assaut matinal. Ton esprit au réveil est comme une forteresse avec les portes entr'ouvertes. Pendant les premières minutes de la journée, ce qui entre par ces portes va définir le ton de tes pensées, tes émotions et tes décisions. Et le problème est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des messagers de sagesse ou des idées inspirantes qui entrent, ce sont des voleurs, des assaillants déguisés en notifications, réseaux sociaux, nouvelles alarmantes, courriels urgents. Chacun vient avec sa propre charge d'anxiété, de comparaison, de pression et de bruit. Si tu ne fermes pas ces portes à temps, ils vont piller ton attention et te laisser sans clarté avant même de sortir du lit. C'est pourquoi ce point est vital. Ton esprit a besoin de protection. Et cette protection ne s'improvise pas, elle se travaille. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était une décharge publique. Tout entre, tout reste. Rien n'est filtré. Et à la fin de la journée, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, irritables ou vides. La réponse est simple. Ils ont permis à n'importe quoi d'occuper de l'espace en eux. Surtout le matin, lorsque ton esprit est le plus réceptif, le plus influençable, le plus vulnérable. La première chose que tu consommes n'est pas seulement de l'information, c'est une direction. C'est comme te programmer avant de démarrer. Si la première chose que tu fais est de vérifier les réseaux sociaux, tu ne te divertis pas. Tu te programmes pour te comparer, te distraire et abandonner trop tôt. Si la première chose que tu fais est de lire des nouvelles négatives, tu ne t'informes pas. Tu te contamines émotionnellement, sans t'en rendre compte. Les stoïciens savaient que l'esprit est un champ qui doit être surveillé. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. Mais que se passe-t-il si tu laisses d'autres personnes placer ces opinions dans ton esprit dès que tu te réveilles? Tu perds le contrôle dès la première minute. Tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur. Protéger ton esprit signifie que tu choisis consciemment ce qui entre, quand cela entre et avec quelle intention. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de te préparer d'abord à l'affronter depuis une position de force, pas de faiblesse. Commence par établir une règle de base. Pendant la première heure de la journée, ton esprit est un territoire sacré. On ne le touche pas, on ne l'envahit pas, on ne le remplit pas de déchets. Cette heure est pour toi, pour penser, pour réfléchir, pour décider qui tu vas être aujourd'hui. Tu peux l'utiliser pour lire quelque chose de court qui élève ta perspective, écrire une idée, remercier quelque chose de réel, ou simplement observer ta respiration et ta posture pendant que le monde crie dehors. Ce qui est important, ce n'est pas l'activité exacte, mais l'intention avec laquelle tu l'as fait.
Parce que tu ne fuis pas le monde, tu construis un esprit capable de l'affronter avec clarté. Tu n'as pas besoin de te déconnecter de tout, tu as besoin de choisir à quoi te connecter en premier. Et la vérité est celle-ci. Si tu laisses le chaos entrer dans ton esprit avant de le renforcer, il va te dominer toute la journée. Peu importe combien tu t'efforces ensuite, le désordre est déjà installé. Mais si tu protèges ton esprit dès le matin, tout change. Tes pensées ont une direction, tes émotions ont une racine, tes décisions ont du poids. Et cela se voit dans ton énergie, dans ton caractère, dans ta capacité à rester ferme quand tout bouge. Protéger ton esprit n'est pas une option, c'est une responsabilité. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, et ce ne sera pas pour t'aider. Le stoïcisme te rappelle que la liberté commence dans l'esprit. Et cette liberté se construit au quotidien, dans l'invisible, dans ces minutes où personne ne te regarde, mais où tu décides si tu vas être maître ou esclave de ce qui entre dans ta tête. Alors fais-le simplement, mais fais-le avec détermination. Avant de donner ton attention au monde, donne-toi un moment de clarté, parce que ce que tu laisses entrer dans ton esprit au réveil va rester avec toi toute la journée. 3. Donne une direction à ta journée avant que le monde ne le fasse pour toi. Se réveiller sans but est comme monter dans un train sans demander où il va. Tu t'assois, tu regardes par la fenêtre, et quand tu te rends compte que ce n'était pas la destination que tu voulais, il est déjà trop tard. La journée s'est envolée en tâches urgentes qui n'étaient pas importantes, à répondre aux attentes des autres, à éteindre des incendies que tu n'aurais jamais dû allumer. Le monde est plein de distractions déguisées en priorité. Si tu ne décides pas où tu vas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ils le feront sans te connaître, sans savoir ce qui t'importe, sans se soucier de ta tranquillité d'esprit ou de ta croissance personnelle. C'est pourquoi chaque matin, tu as besoin de fixer le cap avant de commencer à bouger, car bouger sans direction n'est pas avancer, c'est s'épuiser. La plupart des gens sont pris au piège dans un agenda qu'ils n'ont pas écrit. Ils se réveillent et réagissent à ce qui apparaît. Un message, un appel, une obligation de dernière minute. Et ils pensent qu'être occupé est la même chose qu'être productif. Mais ce n'est pas le cas. Être occupé sans direction ne fait que te sentir épuisé. Le stoïcisme ne parle pas de faire plus, il parle de faire ce qui est juste. Et ce qui est juste commence par savoir ce qui mérite ton attention aujourd'hui. Quelles décisions vont te rapprocher de ton but? Est-ce que tu peux laisser aller sans culpabilité? Parce que tout ce qui est urgent n'est pas important, et tout ce qui est important n'est pas urgent. Si tu ne sais pas les différencier, tu tomberas dans le piège de l'immédiat et tu oublieras l'essentiel. Donner une direction à ta journée ne signifie pas planifier chaque minute, cela signifie décider dès le départ quel type de personne tu vas être aujourd'hui. Vas-tu agir avec patience ou avec réactivité? Vas-tu tenir ta parole ou vas-tu te justifier encore une fois? Vas-tu te rapprocher de ta meilleure version ou rester en pilote automatique? Cette clarté se construit avec des questions réelles, avec une intention ferme. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais tu as besoin d'une boussole interne. Les stoïciens commençaient la journée par la réflexion, pas par l'anxiété. Ils se demandaient « Qu'est-ce que je peux attendre du monde aujourd'hui ? Quelle partie de moi ai-je besoin de renforcer pour ne pas me perdre dans l'extérieur ?» Ils ne le faisaient pas par tradition, ils le faisaient par nécessité, parce qu'ils savaient que sans direction, la vie devient une répétition sans sens. Un outil pratique est d'écrire 3 choses, ce que tu vas faire, comment tu vas le faire et pourquoi tu vas le faire. Pas plus. Pas de listes éternelles qui ne se réalisent pas. Juste 3 actes conscients qui te donnent un focus. Peut-être est-ce travailler avec discipline, parler avec respect ou dire ce que tu penses sans peur. L'important est que ce ne soit pas automatique, que ce soit intentionnel. Cette intention est ce qui sépare celui qui vit de celui qui survit. Et tu n'as pas besoin de motivation pour le faire, tu as besoin de décision. Décider que tu ne vas pas donner une autre journée à l'étranger, à l'inutile, à ce qui ne s'ajoute pas, parce que chaque jour qui passe sans but est un jour perdu.
Et quand tu ajoutes beaucoup de jours perdus, tu finis par avoir une vie que tu ne reconnais pas comme la tienne. Si au réveil tu ne décides pas toi-même où va ton énergie, d'autres le feront. Et crois-moi, ils le feront en pensant à leurs bénéfices, pas à ton bien-être. Donne une direction à ta journée dès le matin, non pas pour tout contrôler, mais pour ne te laisser emporter par rien. Parce qu'une journée avec une direction n'est pas parfaite, mais elle est à toi. Et c'est déjà un gain. Le monde ne va pas cesser d'exiger, de pousser, de crier. Mais si tu sais déjà où tu vas, rien de tout cela ne te fera dévier de ton chemin. C'est la différence entre vivre avec intention et vivre par inertie. Et cette différence commence, toujours, le matin. 4. Choisis l'inconfort avant qu'il ne te choisisse. Imagine que tu te tiens devant une porte fermée. Derrière elle se trouve tout ce que tu désires, ta croissance, ta force, ta liberté. Mais la clé qui ouvre cette porte s'appelle l'inconfort. Et le plus curieux, c'est que si tu ne l'utilises pas de ton plein gré, la vie te la mettra de force dans la main. Parce que l'inconfort fait partie du jeu, tu ne peux pas y échapper. La différence est de savoir si tu l'affrontes volontairement ou si elle te surprend sans prévenir. Celui qui choisit l'inconfort de se lever tôt évite le désespoir d'arriver en retard. Celui qui choisit l'inconfort de dire la vérité évite la misère de vivre avec la culpabilité. Celui qui choisit l'inconfort de l'effort évite la souffrance de la stagnation. Tôt ou tard, la vie te fera payer le prix. La question est de savoir si tu vas le payer en versement conscient ou en coût que tu n'as pas vu venir. Le problème, c'est qu'on nous a appris à rechercher le confort comme s'il s'agissait d'un prix. Dormir 5 minutes de plus, éviter cette conversation inconfortable, repousser ce qui fait mal, s'anesthésier avec des distractions. Tout semble valable lorsque l'objectif est de se sentir mieux à court terme. Mais ce confort mal compris devient un piège lent, silencieux, destructeur. Parce qu'on ne le remarque pas le premier jour, ni le second, mais avec le temps, il te fait perdre le respect de toi-même. Tu sais que tu aurais pu faire plus, tu sais que tu avais le choix d'affronter, d'agir, de te lever, mais tu as choisi de rester immobile, et cela fait plus mal que n'importe quel effort. Le stoïcisme ne glorifie pas la souffrance, mais il honore le courage de faire ce qu'il faut, même si ce n'est pas agréable, le courage de marcher droit quand il est plus facile de se courber. Le courage de prendre des décisions difficiles, parce que tu sais que le confort d'aujourd'hui peut être la misère de demain. Et ce courage se cultive dans les petites choses, au quotidien. Tu n'as pas besoin de commencer par courir 10 km ou d'affronter tes plus grandes peurs. Il te suffit de prendre l'inconfort du jour et de le choisir avant qu'il ne te pousse. Cela peut être de soulever des poids, même si tu n'en as pas envie, de dire non quand ta voix tremble, d'écrire même si tu as l'impression que ça ne coule pas, de laisser ton téléphone quand l'addiction te demande plus. Chaque fois que tu choisis consciemment l'inconfort, quelque chose en toi se renforce. Ton caractère s'affine, ta volonté devient plus ferme, et le plus important, ton identité commence à changer. Parce que tu n'es pas ce que tu dis que tu vas faire, tu es ce que tu fais quand personne ne t'oblige. Et si tu fais ce qui est difficile quand tu pourrais choisir ce qui est facile, tu deviens quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. C'est l'objectif, avoir confiance en toi. Savoir que peu importe ce qui arrive, tu seras là, ferme, faisant ce qui est nécessaire. L'inconfort ne disparaît pas, mais il change de forme. Au début, c'est une barrière, puis il devient un entraînement. Et une fois que tu as pris l'habitude de l'affronter, il cesse de te faire peur, non pas parce qu'il cesse de faire mal, mais parce que tu n'en as plus peur. Et ce moment, c'est la liberté. Parce que tu ne réagis plus à la douleur, tu l'utilises comme un outil. Tu diriges ta vie avec détermination, pas avec des excuses. Alors chaque matin, avant que le monde ne te pousse, pousse-toi toi-même. N'attends pas que la vie te force à bouger. Bouge les pièces toi-même. Accepte l'inconfort comme faisant partie du prix à payer pour une vie avec un but. Tu n'as pas besoin de souffrir tout le temps, mais tu as besoin d'arrêter de fuir chaque fois que quelque chose te met mal à l'aise.
parce que celui qui fuit toujours l'inconfort finit par être pris au piège par lui, et celui qui l'affronte chaque jour finit par conquérir sa liberté. 5. Regarde la peur dans les yeux avant qu'elle n'apparaisse. La peur est comme une ombre qui marche derrière toi tout le temps. Elle ne crie pas, elle ne pousse pas, elle ne menace pas. Elle attend juste le moment parfait pour t'envelopper quand tu es faible, quand tu n'es pas préparé, quand tu baisses la garde. Et si tu ne la regardes pas en face dès le début, si tu prétends qu'elle n'existe pas, si tu l'ignores par commodité, alors elle te prend par surprise. Parce que la peur n'a pas besoin d'être réelle pour te paralyser, elle a juste besoin que tu ne lui fasses pas face. C'est pourquoi ce point est clé. Si tu ne vas pas vers elle en premier, elle viendra pour toi. Et elle ne le fera pas quand tu seras fort, elle le fera quand tu douteras, quand tu hésiteras, quand tu auras le plus besoin de clarté. C'est alors qu'elle te murmure « Tu ne peux pas, tu n'es pas assez, mieux vaut ne pas essayer ». Commencer la journée sans reconnaître tes peurs est comme sortir dans la rue sans regarder la météo. Tu peux le faire, mais quand la tempête commencera, ne te plains pas d'être trempé. Le stoïcisme ne propose pas de nier la peur. Il propose de l'exposer, de la sortir de l'obscurité et de la mettre sur la table. Non pas pour t'affaiblir, mais pour qu'elle ne te contrôle pas. Sénèque le disait clairement. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. Combien de fois t'es-tu arrêté, non pas parce que quelque chose était impossible, mais parce que la peur s'est déguisée en prudence, en logique, en prétendue protection. Mais au fond, tu savais que c'était de la peur, seulement tu ne l'avais pas affrontée à temps. La solution n'est pas de devenir invulnérable, c'est de devenir conscient. La peur a du pouvoir quand elle se cache. Mais quand tu la nommes, quand tu l'identifies, quand tu l'observes sans te mentir, elle commence à perdre de sa force. C'est pourquoi il est si important de l'anticiper. Avant qu'elle n'apparaisse avec toute son intensité, demande-toi « Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui ? Quelle conversation évitais-je ? Quelle action retardais-je ? Quelle vérité ne veux-je pas regarder ? Et ne le fais pas pour te sentir mal, fais-le pour être prêt. Parce que quand la peur te trouve préparé, elle ne peut pas te manipuler. Elle peut être présente, mais elle ne te contrôle pas. Regarder la peur dans les yeux dès le début est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas fuir, je ne vais pas me mentir, aujourd'hui je te vois et je marche quand même. C'est l'attitude stoïcienne, celle de celui qui ne nie pas la douleur, mais qui ne se rend pas non plus à elle. Celle de celui qui accepte que la peur existe, mais qui ne la laisse pas prendre le volant. La peur peut venir avec toi, mais tu décides si elle va à l'arrière ou si tu la laisses conduire ta journée. Et cette décision se prend tôt, quand ton esprit est encore clair, quand ta volonté est fraîche, quand tu peux la regarder sans trembler. Certains ont peur d'échouer, d'autres de se démarquer. Certains craignent d'être rejetés, d'autres de se montrer tels qu'ils sont vraiment. Peu importe la forme, toutes les peurs ont une racine commune. L'idée que tu ne pourras pas supporter ce qui vient. Mais tu peux. Ce que tu ne peux pas, c'est continuer à l'éviter. Parce que la peur ne disparaît pas quand tu l'ignores, elle change juste de forme. Et plus tu la pousses au fond, plus elle revient forte quand tu t'y attends le moins. Alors n'attends pas. Ne laisse pas la peur prendre l'initiative. Parle-lui dès que tu te réveilles. Reconnais-la, affronte-la, respire et avance. Elle ne partira peut-être pas, mais elle cessera d'avoir le contrôle. Et c'est déjà suffisant pour retrouver ta force. Parce que celui qui ose regarder la peur dans les yeux avant qu'elle n'apparaisse, se laisse rarement dominer quand il l'a en face. 6. Sois une vertu au milieu du chaos. Imagine que tu es au milieu d'une tempête, pas une tempête de vent et d'eau, mais une où les rafales sont des opinions étrangères, les tonnerres sont des problèmes inattendus et la pluie constante sont des distractions qui ne cessent de tomber. Au milieu de ce scénario, tu as deux options, crier et te déplacer sans but, comme le font la plupart, ou t'ancrer au sol, garder ton calme et agir avec fermeté. C'est être une vertu au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de paraître imperturbable, il s'agit de te soutenir quand tout tremble.
parce que n'importe qui peut agir avec sérénité quand tout est en ordre. Mais peu sont ceux qui conservent leur caractère quand l'environnement s'effondre. Et ces quelques-uns sont ceux qui ont vraiment le contrôle. La vie moderne n'est pas tranquille. C'est un environnement agité, plein d'exigences, d'interruptions, de stimuli constants, de décisions qui ne donnent pas de répit. La pression vient de tous les côtés et arrive souvent juste quand tu t'y attends le moins. Tu ne peux pas éviter le chaos, mais tu peux décider comment y répondre. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles comment tu agis face à cela. La vertu est ce guide interne qui te rappelle quel type de personne tu veux être, même quand tout autour semble t'inviter au contraire. Être une vertu au milieu du chaos, c'est choisir l'honnêteté quand mentir semble plus facile. Choisir la patience quand la colère brûle à l'intérieur. Choisir l'action correcte quand tout le monde fuit. Et cela ne se réalise pas avec de belles phrases ou des pensées positives. Cela se réalise avec une pratique quotidienne. Dès le moment où tu te réveilles, tu peux déjà décider si tu vas permettre que le bruit externe envahisse ton équilibre, ou si tu vas prendre soin de ton centre comme s'il était la chose la plus précieuse que tu possèdes. Parce que c'est le cas. Ton caractère est ta véritable richesse. Et il se mesure non pas par ce que tu fais quand tout va bien, mais par la façon dont tu réponds quand tout se complique. Tu peux perdre du temps, de l'argent, du confort, mais si tu perds ton intégrité, tu perds tout. Être une vertu au milieu du chaos signifie aussi ne pas te laisser contaminer par l'énergie toxique des autres. Quand l'environnement est plein de plaintes, d'agressivité ou de dramatisme, tu peux choisir de ne pas l'absorber. Tu n'es pas une éponge, tu es un rocher. Et les rochers ne s'adaptent pas à l'eau qui les entoure, ils résistent. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie avoir une clarté sur qui tu es et ce que tu défends. Cela signifie agir à partir de tes valeurs, pas à partir de tes émotions momentanées. Cela signifie te rappeler que même dans les moments les plus difficiles, tu peux encore choisir le respect, la responsabilité, la tempérance. Tout au long de la journée, le chaos va apparaître, sous la forme d'une dispute, d'un contretemps, d'une critique, d'une injustice, et tu n'auras pas toujours le contrôle de l'événement, mais tu auras le contrôle de ta réaction. C'est là que se définit ton pouvoir. C'est là que se forme ton caractère. Et si chaque fois que le monde se désordonne, tu décides de te tenir en ton centre, avec fermeté, avec dignité, alors tu pratiques la véritable force. Pas la force qui crie ou frappe, mais celle qui domine de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait pour agir avec vertu. Tu as besoin de décision. Tu as besoin de te rappeler à toi-même que ton but n'est pas de gagner toutes les batailles, c'est de ne pas te perdre toi-même dans le processus. Que ton travail n'est pas de contrôler le vent, mais de maintenir fermement ton gouvernail. Parce que le chaos sera toujours là, aujourd'hui, demain, toujours. Mais tu peux être le point fixe au milieu du désordre. Tu peux être le calme qui ne se brise pas, la clarté qui ne s'éteint pas, la vertu qui ne se vend pas, quoi qu'il arrive. 7. Maîtrise l'impulsion et honore la pause. L'impulsion est comme un cheval sauvage qui, si tu ne prends pas les rênes à temps, t'entraîne sur des chemins que tu n'as pas choisis. Elle est rapide, intense, semble puissante, mais si tu la suis sans réfléchir, tu finis par tomber. Nous ressentons tous des impulsions, de répondre avec colère, d'agir sans réfléchir, de se rendre en plein effort, de dire quelque chose juste pour se sentir bien une seconde. Et en cette seconde, s'il n'y a pas de pause, s'il n'y a pas de conscience, tout peut s'effondrer. C'est pourquoi maîtriser l'impulsion est un acte de véritable force. Non pas la force brute qui réagit, mais la force intérieure qui sait attendre, respirer et choisir avec clarté. Honorer la pause n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que tout ce que nous ressentons ne doit pas se transformer en action. Qu'il y a du pouvoir à ne pas répondre immédiatement. Qu'il y a de la grandeur à s'arrêter, observer et décider avec intention. Nous vivons à une époque où l'immédiateté est la norme. Tout doit être rapide, tout doit se sentir bien maintenant. Tout doit être résolu sans inconfort.
Mais cette urgence constante nous rend esclaves du moment. Elle nous fait agir par impulsion et regretter par la suite. Elle nous fait répondre à partir de l'émotion et non de la raison. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas ce que nous ressentons, nous sommes ce que nous décidons de faire avec ce que nous ressentons. Et pour bien décider, tu as besoin d'espace. Espace pour regarder l'émotion sans la transformer en ordre. Espace pour observer la pensée sans lui obéir automatiquement. Cet espace est la pause, et celui qui la maîtrise se maîtrise lui-même. L'impulsion veut crier quand quelqu'un t'offense, abandonner quand quelque chose coûte, attaquer quand tu te sens insécurisé, te justifier quand tu te trompes. Mais si chaque fois que tu ressens une impulsion, tu t'arrêtes, tu respires et tu te demandes « Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être ?» Tu commences à transformer ta relation avec toi-même. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu n'exploses pas, tu gères. Tu ne fuis pas, tu fais face avec clarté. Cette pause ne dure pas des minutes, parfois ce ne sont que des secondes. Mais dans ces secondes, il y a une liberté immense. Parce que c'est là que tu cesses d'être la victime de ton état émotionnel et que tu deviens le maître de tes actes. Maîtriser l'impulsion ne signifie pas éteindre ce que tu ressens. Cela signifie le canaliser. Cela signifie comprendre que ressentir de la colère ne t'oblige pas à blesser, que ressentir de la peur ne t'oblige pas à fuir, que ressentir de l'anxiété ne t'oblige pas à agir immédiatement. Tu peux ressentir tout cela et pourtant garder le contrôle. C'est cela la maturité émotionnelle, c'est cela le caractère. Et cela s'entraîne tous les jours, dans les petits moments. Dans cette conversation tendue où tu décides de te taire 5 secondes de plus. Dans ce conflit où tu choisis de ne pas répondre au même niveau. Dans cette frustration où tu choisis d'avancer sans exploser. Honorer la pause implique aussi de respecter tes processus. Ne pas courir par anxiété. Ne pas exiger de résultats instantanés. Ne pas bouger simplement parce que tu ressens de la pression. Parfois, le pas le plus sage est de s'arrêter, de respirer et d'observer. Non pas parce que tu ne sais pas quoi faire, mais parce que tu sais qu'agir sans clarté peut avoir un prix élevé. La pause n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans des décisions plus fermes. Et chaque pause consciente te donne un avantage sur le chaos qui emporte ceux qui ne savent que réagir. Dans un monde où tout le monde se précipite, celui qui sait s'arrêter a le contrôle. Dans une culture qui récompense la vitesse, celui qui honore son propre rythme se distingue. Maîtriser l'impulsion et honorer la pause ne te rend pas lent, cela te rend fort. Parce que pendant que les autres vont d'émotion en émotion, tu te tiens. Et celui qui se tient quand tout pousse devient quelqu'un qui ne vit pas seulement, mais qui dirige sa vie. 8. Coupe la chaîne de l'approbation d'autrui. Vivre en cherchant l'approbation est comme marcher avec une chaîne invisible attachée au cou. De l'autre côté, il n'y a pas une personne, il y en a 1000, chacune avec ses jugements, ses attentes, ses opinions. Et chaque fois que tu fais quelque chose juste pour plaire, chaque fois que tu tais ce que tu penses pour ne pas déranger, chaque fois que tu changes ton cap par peur de ce que diront les autres, cette chaîne se tend un peu plus. À la fin de la journée, tu finis épuisé non pas par ce que tu as fait, mais par ce que tu as porté. Tu n'as pas vécu ta vie, tu as vécu la version que les autres approuveraient. Et le pire, c'est que cette approbation ne dure jamais. Aujourd'hui tu l'as, demain tu ne l'as plus. Tu devras toujours donner plus, sacrifier plus, t'adapter plus. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te regardes dans le miroir et que tu ne saches plus qui tu es vraiment. La philosophie stoïcienne enseigne que la seule opinion qui devrait compter est celle de ta conscience. Pas la voix de l'ego ni celle de la peur, mais celle de ton intégrité. Vivre pour plaire, c'est se trahir petit à petit. Et quand quelqu'un se trahit assez, il se perd. C'est pourquoi il est nécessaire de couper la chaîne, ne pas l'adoucir, ne pas l'étirer, la couper. Tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es. Tu n'as pas besoin de validation externe pour marcher avec assurance. Tu as besoin de courage pour déranger, pour être honnête, pour défendre ce que tu penses, même si ta voix tremble.
Ce courage se cultive chaque matin lorsque tu décides d'agir par conviction et non par acceptation. Être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est ne pas vivre conditionné par le besoin de plaire. Tu n'as pas besoin de devenir indifférent ou rebelle sans cause, juste ferme. Savoir que si tes décisions sont alignées avec tes valeurs, tu fais déjà ce qui est juste, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde n'a jamais été un signe de force, c'est un signe de peur. Et la peur de ne pas être accepté a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Alors aujourd'hui, respire, lâche prise, décide. Tu n'es pas ici pour remplir le scénario de quelqu'un d'autre. Tu es ici pour écrire le tien. Et cela commence quand tu coupes la chaîne et marches la tête haute, même si certains se détournent du chemin. Celui qui vit dans la vérité, tôt ou tard, trouve sa paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable. Vivre à genoux n'est pas vivre. C'est une condamnation silencieuse que beaucoup acceptent sans s'en rendre compte. Tu t'habitues à te taire quand tu devrais parler, à céder quand tu devrais dire non, à porter des fautes qui ne te sont pas attribuables, et à mendier le respect comme s'il s'agissait d'un privilège. Cette soumission, déguisée en bonté, en patience ou en fausse force, n'est rien d'autre que la perte graduelle de ta dignité. Le stoïcisme nous rappelle que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur nous si nous ne le lui donnons pas. Mais quand tu tolères des dynamiques qui t'affaiblissent émotionnellement, quand tu justifies l'injustifiable ou quand tu vis en essayant de prouver ta valeur, tu renonces à ta propre force. Et c'est là que la douleur devient une habitude, quand la blessure cesse de saigner parce que tu as déjà accepté de vivre blessé. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche de belles paroles ou des phrases qui adoucissent la réalité. Elle est pour celui qui en a marre de baisser la tête, de se laisser manipuler par la peur du rejet, de cacher sa douleur derrière un sourire forcé, de tout donner tout en restant vide. Ici, nous parlerons de limites, de respect de soi, d'authenticité et du courage de marcher droit, même si ça fait mal. La dignité ne se demande pas, elle s'impose par des actions. Et les pratiques que tu vas découvrir ne sont pas théoriques. Ce sont des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour cesser d'être complice de ta propre faiblesse. Parce que le jour où tu décides de ne plus te soumettre, ce jour-là commence ta véritable liberté. Ici, nous ne venons pas pour survivre en silence, nous venons pour retrouver la force de vivre debout. 1. Dire non avec fermeté et authenticité. Un mur qui se fissure à cause d'une seule crevasse finit par s'effondrer tôt ou tard. Il en va de même pour toi lorsque tu ne sais pas dire non. Chaque concession injustifiée devient une fissure qui affaiblit ton caractère et ton respect de toi-même. La plupart des gens ont peur de prononcer ce mot court parce qu'ils associent le non au rejet, à la perte d'affection ou à la provocation de conflits. Mais la vérité est que dire toujours oui est la façon la plus rapide de te trahir toi-même et de vivre soumis à la volonté des autres. Dire non avec fermeté ne signifie pas être cruel ou égoïste. Cela signifie établir la limite qui protège ta dignité. Lorsque tu dis oui à tout, ta vie cesse d'être la tienne pour devenir un terrain ouvert où n'importe qui décide, donne son avis et prend ce qu'il veut. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence dans l'esprit et se renforce dans l'action. Et l'une des actions les plus puissantes est le simple fait de refuser ce qui ne te concerne pas. Comment éviter de tomber dans le piège de céder par peur? La première chose est de reconnaître que ton temps et ton énergie sont des ressources limitées, non renouvelables, et que les donner sans mesure à d'autres te laisse vide pour toi-même. Une pratique quotidienne peut être de t'arrêter avant de répondre à toute demande et de te demander si tu veux vraiment le faire ou si tu l'acceptes seulement pour éviter de déranger. Cette courte pause te permet de décider en toute conscience et non par culpabilité. Un autre conseil est d'apprendre à utiliser des phrases qui ferment la porte sans avoir besoin de longues explications, car l'authenticité ne nécessite pas de justification. Un non, dit calmement et en toute confiance, suffit.
Tu peux le dire avec politesse, mais jamais avec doute. Entraîne-toi dans le quotidien, à partir de petites choses, comme refuser un engagement inutile, ou ne pas accepter des conversations que tu sais ne rien t'apporter. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ton mur, empêchant qu'il ne se fissure. Il est également essentiel de reconnaître que les personnes qui sont offensées par tes limites n'étaient jamais intéressées par toi, mais par ce qu'elles obtenaient de ton absence de limites. Celui qui te respecte n'a pas besoin que tu dises oui à tout. Celui qui t'apprécie valorise plus ta sincérité que ta soumission. La peur de perdre se transforme en liberté lorsque tu comprends que la seule chose que tu ne peux pas perdre, c'est toi-même. Dire non est un acte de respect envers toi et paradoxalement, un acte de respect envers les autres, car cela leur montre ta véritable place et leur enseigne jusqu'où ils peuvent aller. Chaque non que tu prononces avec fermeté est un rappel que ta vie n'est pas à vendre, que ta dignité n'est pas négociable et que ta valeur ne dépend pas du nombre de fois où tu cèdes, mais du nombre de fois où tu restes fidèle à ce que tu es. Apprendre à dire non est le premier pas pour marcher debout, car tant que tu ne le feras pas, tu continueras à construire un mur plein de fissures que n'importe qui peut traverser. 2. Pardonner sans oublier la leçon. Un incendie laisse des cendres, même si tu réussis à éteindre les flammes. C'est ainsi que fonctionne le pardon. Il éteint le feu de la rancune, mais les cendres sont la mémoire qui te rappelle où se trouvait le danger. Beaucoup confondent pardonner avec effacer tout, avec faire semblant que rien ne s'est passé, avec ouvrir à nouveau la porte au même dommage. Cette erreur est ce qui transforme le pardon en un piège, car sans mémoire, tu finis par répéter l'histoire et pardonner ta dignité à celui qui l'a déjà piétinée. Pardonner sans oublier est un acte de force intérieure. Le pardon libère ton esprit du poids de la colère, car le ressentiment prolongé est comme porter un charbon ardent en espérant brûler l'autre. Mais celui qui finit par brûler, c'est toi. Cependant, ne pas oublier la leçon signifie apprendre à reconnaître les modèles qui ont conduit à cette douleur et utiliser cet apprentissage comme une armure. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous blesse n'est pas le fait en soi, mais la façon dont nous décidons de l'interpréter et comment nous y répondons. C'est pourquoi pardonner sans mémoire est de la naïveté, mais pardonner en se souvenant est de la sagesse. Comment le mettre en pratique ? Commence par reconnaître que pardonner ne signifie pas te réconcilier avec tout le monde. Tu peux libérer la charge émotionnelle et en même temps prendre de la distance. Le premier conseil est de séparer l'émotion du fait. Écris ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti et ce que tu as appris. Cet exercice te permet de voir la situation de l'extérieur, sans rester coincé dans la blessure. Une fois que tu comprends, tu peux laisser aller le ressentiment, mais conserver l'enseignement comme guide. Un autre conseil est d'établir une limite claire avec celui qui t'a déçu. Il ne s'agit pas de faire à nouveau confiance aveuglément, mais de décider à partir de quel point tu veux te lier. Si la personne montre des changements réels, peut-être que tu permettras un nouveau départ avec prudence, mais si elle reste la même, ta décision de maintenir la distance fait également partie du pardon, car tu choisis la paix plutôt que de répéter la douleur. Il est également important de se rappeler que se pardonner à soi-même est essentiel. Souvent, tu portes plus la culpabilité que le dommage subi. Demande-toi, quelle responsabilité réelle ai-je eue? Quelle partie était hors de mon contrôle? Le pardon de soi est l'étape qui t'empêche de vivre enchaîné à la culpabilité et en même temps te prépare à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Enfin, adopte un rituel de clôture. Cela peut être d'écrire une lettre que tu n'enverras jamais, de parler à voix haute de ce que tu décides de lâcher ou simplement une méditation où tu remercies pour la leçon. Le stoïcisme ne cherche pas à te transformer en pierre, mais en quelqu'un capable de transformer chaque blessure en sagesse. Pardonner sans oublier n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, je lâche le poids qui me lie, mais je garde la leçon qui me protège. Ainsi, tu transformes le feu qui t'a brûlé en lumière pour ton chemin, et tu assures que ta dignité ne retombe pas entre de mauvaises mains. 3. Transformer le rejet en liberté.
Le rejet ressemble à une porte qui se ferme brusquement devant toi. Le bruit fait mal, il te laisse un écho dans la poitrine. Mais si tu lèves les yeux, tu découvres que ce n'était pas la seule entrée, qu'il y avait toujours d'autres chemins qui t'attendaient. Le problème est que beaucoup restent paralysés devant cette porte fermée, convaincus que leur valeur dépendait de l'acceptation de quelqu'un d'autre. Cette illusion est ce qui transforme le rejet en une condamnation, alors qu'en réalité, il peut être le début de ta véritable liberté. Accepter le rejet comme une partie naturelle de la vie est un principe profondément stoïcien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, ni forcer personne à te valoriser, mais tu peux décider comment interpréter ce refus. Lorsqu'une personne ne te choisit pas, ne te valide pas ou ne reconnaît pas ton effort, ce qu'elle fait vraiment, c'est te montrer que tout ne dépend pas de toi, et c'est là que surgit l'opportunité de lâcher le besoin d'approbation. Comment le mettre en pratique? D'abord, arrête d'associer le rejet à ton identité. Une critique, un non ou une indifférence ne signifie pas que tu vaux moins. Il signifie que tu ne corresponds pas à cet endroit, à cette personne ou à ce moment. Le conseil est de changer la question. Au lieu de « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», demande-toi « qu'est-ce que je peux faire avec cette liberté qui s'ouvre maintenant ?» Cette simple variation mentale transforme la blessure en un nouvel espace où tu peux grandir. Deuxièmement, crée une relation plus saine avec l'échec. Chaque rejet est une information précieuse. Il te montre ce qui n'a pas fonctionné. Il te révèle où tu n'as pas besoin d'investir plus d'énergie. Le conseil ici est de tenir un journal personnel. Note chaque situation où tu as été rejeté et écris ce que tu as appris de cette situation. Avec le temps, tu verras que ce qui semblait être une défaite était en réalité une libération déguisée. Un autre conseil pratique est de travailler sur l'autosuffisance émotionnelle. Lorsque ta valeur dépend de la validation externe, toute porte fermée devient un effondrement. Mais si tu renforces ton monde intérieur, si tu développes des activités, des habitudes et des passions qui te soutiennent, alors le rejet perd de son pouvoir, car ta vie ne se définit pas dans le regard des autres. Enfin, apprends à remercier le rejet. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite, mais beaucoup de rejets t'ont empêché de rester coincé dans des endroits qui ne te correspondaient pas. Tu peux même pratiquer un exercice de gratitude stoïcienne. Chaque fois que quelqu'un te rejette, note 3 avantages possibles que ce refus pourrait apporter à ta vie. Au début, cela sera difficile, mais avec le temps, tu découvriras que chaque non est aussi une façon de rediriger ton chemin. Le rejet cesse d'être une blessure lorsque tu comprends qu'il ne te prend rien. Il ne fait que dégager le terrain de ce qui n'était pas à toi. Le transformer en liberté, c'est se rappeler que tu n'as pas besoin de portes étrangères pour avancer, parce que ta dignité ne dépend pas d'être acceptée. Elle dépend de ta capacité à continuer à avancer sans te prosterner devant l'opinion de personne. 4. Vivre sans justifier ton existence. Il y a des gens qui marchent comme s'ils portaient une pancarte invisible autour du cou qui dit « Je vaux la peine, crois-moi ». Ils s'efforcent de le prouver avec chaque mot, chaque geste, chaque sacrifice. Ce poids non seulement fatigue, mais consomme lentement l'essence de celui qui le porte. Quand tu vis en essayant de justifier ton existence, tu finis par devenir un acteur d'une pièce que tu n'as pas écrite, en jouant un rôle que tu n'as jamais demandé. Le stoïcisme enseigne que tout ce dont nous avons besoin pour être dignes est d'être en vie, car la nature nous a déjà accordé une place dans le monde. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un que tu mérites du respect, tu n'as pas à prouver ta valeur par des réalisations constantes, ni à sacrifier ta paix pour que quelqu'un t'accepte. Quand tu tombes dans ce piège, tu deviens esclave des regards extérieurs, et chaque pas que tu fais, tu le fais pour plaire, pas pour avancer. Comment rompre avec cette dynamique? D'abord, comprends que tu n'es pas un projet en attente d'approbation. Ta valeur ne dépend pas du nombre de buts que tu atteins, ni du nombre de personnes qui t'applaudissent. Ta valeur est déjà donnée par le simple fait d'être. Un conseil pratique est d'arrêter d'expliquer chaque décision que tu prends, car chaque explication inutile est une façon de demander la permission d'exister. Pratique le silence stratégique. Quand tu décides quelque chose d'important, fais-le avec assurance, sans l'embellir avec des justifications. Deuxième,
Travaille la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Si tu vis selon tes principes, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle pour toi. Fais un exercice simple. Note 3 valeurs que tu considères essentielles et vérifie si tes actions quotidiennes les reflètent. Quand il y a cohérence, le besoin de justifier disparaît, car tu te rends compte que tu vis déjà dans ta vérité. Un autre conseil est d'apprendre à tolérer le jugement des autres. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, minimiser, remettre en question. Le problème n'est pas l'opinion des autres, mais ta réaction face à elle. Ici s'applique la dichotomie du contrôle stoïcien. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, mais tu peux contrôler combien de cela tu laisses entrer dans ta vie. La pratique quotidienne est de te demander « Est-ce que cela me définit ou reflète-t-il simplement la vision limitée de l'autre ?» Enfin, entoure-toi d'environnements qui ne te demandent pas de prouver constamment. Si quelqu'un ne te valorise que pour ce que tu donnes et non pour ce que tu es, cette relation est une scène où tu seras toujours un acteur secondaire. Choisis des liens où l'authenticité n'est pas négociable, où tu peux te montrer sans masque et sans besoin de justifier chaque pas. Cesser de justifier ton existence, c'est retrouver la paix de marcher léger, sans pancarte, sans masque, sans cette obsession de prouver. C'est se rappeler que la vie ne consiste pas à convaincre quelqu'un de ta valeur, mais à la vivre avec fermeté. Le jour où tu décides de ne pas demander la permission d'exister, ce jour-là commence ta véritable liberté. 5. Choisir le progrès plutôt que la perfection. La perfection est comme un mirage au milieu du désert. Elle semble être de l'eau cristalline au loin. Tu cours vers elle de toutes tes forces, et quand tu crois être proche, elle se dissipe, ne laissant que plus de sable. C'est ainsi que fonctionne l'obsession de tout faire impeccablement. Tu n'y arrives jamais, ce n'est jamais suffisant. Il manque toujours un détail de plus. Cette habitude, loin de te stimuler, finit par te lier à l'épuisement constant et à la frustration, car tu vis en mesurant ta valeur avec une norme impossible. Le stoïcisme enseigne que la vie n'exige pas la perfection, mais la constance. Ce qui définit ton caractère n'est pas d'atteindre un idéal inatteignable, mais de faire des pas réels, même s'ils sont petits. Le progrès est le chemin de ceux qui comprennent que le mouvement, aussi minime soit-il, est mieux que de rester paralysé en attendant le moment parfait. Alors que certains perdent des années à corriger ce qui ne sera jamais totalement corrigé, d'autres avancent avec des erreurs, apprennent et grandissent. Comment choisir le progrès plutôt que la perfection? D'abord, change ta façon de mesurer le succès. Au lieu de te demander si tu l'as fait sans faute, demande-toi si aujourd'hui tu es un peu meilleur qu'hier. Cette perspective transforme ton énergie, car chaque avancée, aussi petite soit-elle, devient une victoire réelle. Un conseil pratique est de tenir un registre de progrès quotidien, pas d'échecs. Note ce que tu as fait aujourd'hui qui te rapproche de tes objectifs et célèbre ce pas, même s'il n'a pas été parfait. Deuxièmement, apprends à vivre avec les erreurs. Le perfectionniste les voit comme des menaces à sa valeur, mais celui qui cherche le progrès les reconnaît comme des maîtres. La pratique est simple. Chaque fois que tu échoues, au lieu de te punir, écris 3 leçons que tu peux tirer de cette expérience. Ainsi, tu transformes ce qui semblait être une défaite en croissance et tu renforces la mentalité stoïcienne de transformer l'adversité en opportunité. Un autre conseil est d'éviter le piège de la comparaison. Le perfectionnisme se nourrit du mirage des autres, de croire que tout le monde fait mieux que toi. Souviens-toi que ce que tu vois à l'extérieur n'est que la façade, pas la vérité complète. Au lieu de regarder ce que les autres accomplissent, concentre ton attention sur ton propre parcours. Le progrès est individuel et ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Enfin, entoure-toi d'actions pratiques qui brisent la paralysie du perfectionnisme. Si tu attends que tout soit prêt pour commencer, tu ne commenceras jamais. Décide d'avancer avec ce que tu as. Le conseil est d'appliquer la règle des 80%. Si quelque chose est suffisamment bien pour remplir son objectif, lance-le, fais-le, bouge-le.
Cette habitude entraîne ton esprit à valoriser l'action au-dessus de l'illusion de la perfection. Choisir le progrès plutôt que la perfection, c'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage de l'inatteignable. C'est accepter que ta dignité ne dépend pas d'être impeccable, mais d'être constant, discipliné et réel. Chaque pas que tu fais, même s'il n'est pas parfait, est une déclaration que tu avances, et cette avancée est ce qui te rend fort. 6. Te respecter pour projeter le respect. Un miroir ne fait que refléter ce qui se trouve devant lui. Si ce que tu places devant lui est l'insécurité, le doute et le manque de limites, cela te reviendra sous forme de mépris et de manipulation. Mais si ce que tu montres est la fermeté, la clarté et le respect de soi, le reflet sera complètement différent, car les autres apprennent à te traiter de la manière dont tu te traites toi-même. Te respecter n'est pas un geste de vanité, c'est une nécessité de base pour maintenir ta dignité. Celui qui ne se respecte pas finit par accepter l'inacceptable, justifier l'injustifiable et supporter ce qu'il sait au fond qu'il ne mérite pas. Le stoïcisme enseigne que l'on ne peut pas contrôler l'attitude des autres, mais que l'on peut contrôler le standard avec lequel on décide de vivre. Et lorsque tu élèves ce standard, le monde le perçoit. Comment commencer à pratiquer le respect de soi? Le premier conseil est de prendre soin de ta parole. Chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le tiens pas, tu te manques de respect à toi-même, car ta voix perd de sa valeur. Engage-toi seulement avec ce que tu peux vraiment soutenir et tiens-le avec discipline. Cette cohérence te renforce et projette une solidité face aux autres. Deuxièmement, apprends à établir des limites visibles. Il ne suffit pas de sentir que quelque chose ne te plaît pas, tu dois l'exprimer. Le respect se projette lorsque tu dis clairement « jusqu'ici, je vais » et « jusqu'ici, tu vas ». Un exercice pratique est de commencer par le quotidien, comme ne pas permettre des interruptions constantes lorsque tu parles ou ne pas accepter des commentaires blessants déguisés en blagues. En fixant ces limites, tu enseignes comment tu veux être traité. Un autre conseil est de prendre soin de ton environnement. Te respecter signifie aussi ne pas t'exposer à des environnements qui corrodent ta valeur. Demande-toi, est-ce que cet espace me renforce ou me fragilise ? Si tu découvres que ce qui t'entoure ne fait qu'alimenter l'insécurité et l'épuisement, le respect de soi t'oblige à prendre de la distance. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Il est également important de prendre soin de ton corps et de ton esprit. La façon dont tu te nourris, te reposes et t'entraînes reflète combien tu te valorises. Il ne s'agit pas de chercher un idéal physique, mais de te montrer à toi-même que tu mérites de l'attention et des soins. Cette discipline se traduit par le respect projeté, car celui qui prend soin de lui envoie un message silencieux qu'il sait combien il vaut. Enfin, arrête de t'excuser pour exister. Chaque fois que tu minimises tes réussites, chaque fois que tu te rétrécis pour ne pas déranger, tu renforces l'idée que ta présence est moins importante. Le respect de soi se cultive en parlant clairement, en occupant ton espace sans peur et en reconnaissant ce que tu fais bien sans tomber dans l'arrogance. Lorsque tu commences à te respecter vraiment, quelque chose change dans ton regard, dans ta posture, dans ta voix. Tu ne demandes plus le respect, tu l'imposes avec ta présence. Et ce reflet est impossible à ignorer, car le monde finit par te traiter avec la même dignité que tu as décidé de t'exiger en premier. 7. Aimer avec des limites sages. L'amour sans limite ressemble à une rivière en crue. Au début, il semble abondant, puissant, mais il détruit tout sur son passage. Ce qui est donné sans mesure finit par tout ravager, car le don sans contrôle n'est pas constructif, il épuise. Celui qui aime sans poser de frontières devient l'esclave de son propre affect, confondant le sacrifice avec l'affection et la dépendance avec l'engagement. Aimer avec des limites sages ne signifie pas donner moins, cela signifie donner de manière juste, à partir de la dignité et non de la soumission. Le stoïcisme enseigne que tout ce que nous donnons doit être gouverné par la raison et non par l'impulsion.
Si ton amour devient une permission pour que d'autres te blessent, ce que tu appelles amour est en réalité un abandon de toi-même. Comment le pratiquer dans la vie quotidienne? D'abord, définis ce que tu es prêt à accepter et ce que tu ne l'es pas. Fais une liste des comportements qui sont inacceptables pour toi dans une relation, qu'elle soit de couple, d'amitié ou de famille. Cet exercice te permet d'avoir de la clarté avant que l'émotion ne t'aveugle. Lorsque ces comportements apparaissent, ne les justifie pas, ne les maquille pas, mets-y un terme immédiat. Deuxièmement, rappelle-toi que dire non est aussi une forme d'amour. Souvent, donner une limite est l'acte d'amour le plus grand, car il protège à la fois ton intégrité et celle de l'autre. Si tu acceptes tout, même ce qui te détruit, tu finis par alimenter des dynamiques toxiques qui explosent tôt ou tard. Pratique dire non sans culpabilité, avec calme et fermeté, comme un signe que tu valorises ce que tu ressens, mais aussi ce que tu es. Un autre conseil est de ne pas confondre le don avec l'autosacrifice. Aimer n'est pas s'annuler, ni se taire, ni toujours céder. L'amour sain implique la réciprocité. Évalue tes relations. Donnes-tu beaucoup plus que tu ne reçois? Fais-tu toujours des efforts tandis que l'autre n'exige que? Si la balance est déséquilibrée, ce lien n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement. Ajuste ce que tu donnes pour ne pas finir vide. Il est également essentiel de communiquer tes besoins sans peur. Aimer avec des limites sages n'est pas construire des murs, c'est tracer des frontières claires et les expliquer avec honnêteté. Dis ce dont tu as besoin, exprime ce que tu ne tolères pas et maintiens cette cohérence avec tes actes. Si quelqu'un se sent offensé parce que tu as des limites, c'est parce qu'il cherchait à profiter de ton absence de limites. Enfin, rappelle-toi que aimer avec sagesse commence par toi. L'amour-propre est la mesure avec laquelle tu calcules ce que tu donnes et ce que tu permets de recevoir. Si tu te respectes, tu n'accepteras pas les miettes déguisées en affection, ni les mots doux qui sont accompagnés de mépris. Aimer avec des limites sages, c'est choisir des relations qui ajoutent et fermer la porte à celles qui tentent de briser ta dignité. L'amour véritable ne détruit pas, il construit. Et ce n'est que lorsque tu décides d'aimer avec des limites claires que tu peux construire des liens où le don n'est pas l'esclavage, mais la liberté partagée. 8. Utiliser ta voix contre l'injustice. Le silence face à l'injustice est comme regarder quelqu'un enfoncer un couteau dans une plaie ouverte et rester immobile, en espérant que la douleur disparaisse d'elle-même. Garder le silence ne fait pas disparaître l'agression, il la nourrit. Chaque fois que tu choisis de te taire quand tu devrais parler, le message que tu envoies est un message de permission, et ce que tu tolères en silence aujourd'hui devient la norme demain. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas craindre le jugement des autres lorsque nous défendons ce qui est juste, car ce qui dépend de nous est de rester fidèles à la vérité. La voix n'est pas seulement un instrument pour parler, c'est une arme de clarté, de limite et de dignité. Si tu ne l'utilises pas, tu finis par vivre sur une scène où d'autres écrivent ton histoire et tu ne fais que murmurer en arrière-plan. Comment commencer à utiliser ta voix contre l'injustice ? D'abord, reconnais que parler ne signifie pas crier ni perdre le contrôle. Cela signifie nommer ce qui est mal avec fermeté et calme. Un conseil pratique est de t'entraîner dans des situations mineures. Si quelqu'un fait un commentaire qui te dérange, dis-le sur le moment avec clarté, sans fioriture. Chaque fois que tu exprimes ton inconfort, tu renforces l'idée que ta dignité n'est pas à vendre. Deuxièmement, évite de te justifier lorsque tu défends tes limites. Celui qui s'explique toujours finit par affaiblir son message. Ta voix est plus forte lorsqu'elle est brève, directe et sûre. Pratique des phrases courtes qui marquent une frontière. Ce n'est pas acceptable. Ne me parle pas comme ça. Arrête. Tu n'as pas besoin de longs discours pour montrer clairement que tu ne tolères pas les mauvais traitements. Un autre conseil est de perdre la peur de déranger. L'injustice repose toujours sur le confort du silence d'autrui. Chaque fois que tu parles, tu secoues ce confort et forces l'autre à se confronter à son comportement.
Au début, cela peut être inconfortable, mais rappelle-toi que le respect ne naît jamais de la volonté de plaire, mais de la clarté avec laquelle tu montres ce que tu ne vas pas permettre. Il est également essentiel de travailler sur la cohérence. Il ne sert à rien de parler contre l'injustice si tes actes contredisent tes paroles. Utilise ta voix, mais soutiens-la également avec des décisions fermes. Si tu dénonces un comportement toxique, ne continue pas à nourrir cette relation. Si tu pointes du doigt un abus, ne le justifie plus en silence. La cohérence est ce qui donne une véritable force à ta voix. Enfin, comprends que ta voix ne te protège pas seulement, elle inspire aussi les autres. Beaucoup de personnes se taisent par peur, mais quand quelqu'un ose parler, il brise le sort de la soumission et ouvre la voie pour que d'autres fassent de même. En utilisant ta voix contre l'injustice, tu ne défends pas seulement ta dignité, tu sèmes aussi un exemple de courage qui peut transformer ton environnement. Se taire face à l'abus n'est jamais une neutralité, c'est de la complicité. Ta voix, utilisée avec fermeté et sans peur, est le signe que tu refuses de vivre soumis. Et chaque mot que tu prononces avec courage est une brique dans le mur qui protège ta dignité. 9. Honorer ta douleur sans la nier. La douleur ressemble à une ombre qui t'accompagne toujours, même si tu essaies de courir plus vite ou d'éteindre la lumière pour ne pas la voir. Plus tu l'évites, plus elle devient grande et sombre. Beaucoup préfèrent nier ce qu'ils ressentent, cacher leurs blessures derrière un sourire forcé, comme si ignorer la souffrance suffisait à la faire disparaître. Mais la douleur ne disparaît pas quand tu la tais, elle s'enfonce en toi et finit par gouverner secrètement ta vie. Honorer ta douleur signifie la regarder en face et reconnaître qu'elle fait partie de ton histoire. Le stoïcisme enseigne que ce qui importe n'est pas le poids de ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons. Nier une blessure est une faiblesse déguisée, l'accepter est une véritable force. Il ne s'agit pas de se complaire dans la souffrance, mais de lui donner la place qu'elle mérite en tant que maître silencieux. Comment le pratiquer au quotidien? D'abord, laisse ta douleur avoir un espace. Écris ce que tu ressens, parlant à quelqu'un de confiance ou simplement reconnais à haute voix ce que tu traverses. Ne la déguise pas, ne la minimise pas, car chaque fois que tu le fais, tu la rends plus lourde. La reconnaissance est la première étape pour libérer le fardeau. Deuxième, transforme la douleur en apprentissage. Demande-toi, qu'est-ce que cette blessure me montre que je n'aurais pas vu autrement? Peut-être révèle-t-elle ton besoin de fixer des limites, de valoriser davantage ton temps, de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Le conseil ici est de créer un rituel de réflexion, que ce soit dans un journal ou dans des moments de silence, où tu transformes chaque expérience douloureuse en une leçon pour ton futur. Un autre conseil est d'éviter le piège de te comparer à la douleur des autres. Beaucoup invalident ce qu'ils ressentent parce qu'ils croient que d'autres souffrent plus. Mais ta douleur est à toi et mérite du respect. Le fait que quelqu'un souffre différemment ne signifie pas que la tienne est moindre. Honorer ta douleur, c'est lui donner de la légitimité, peu importe sa taille. Il est également vital de ne pas transformer la douleur en identité. La reconnaître ne signifie pas la porter comme un drapeau. Le danger de la nier est qu'elle te contrôle depuis l'ombre. Mais le danger de l'embrasser trop fort est que tu finisses par te définir par elle. L'équilibre est dans l'acceptation, l'apprentissage de celle-ci, et ensuite continuer avec la tête haute. Enfin, rappelle-toi que honorer ta douleur, c'est aussi lui donner un but. Tu peux l'utiliser comme moteur pour construire une vie plus forte, comme élan pour ne pas répéter de vieilles chaînes, comme rappel de ta capacité de résistance. Chaque cicatrice est une marque que tu as survécue, et loin de t'affaiblir, elle te rend plus conscient et plus ferme. Nier ta douleur, c'est vivre dans l'illusion. L'honorer, c'est vivre dans la vérité. Et quand tu l'acceptes, tu la transformes en force, en clarté et en un témoignage que ta dignité ne se brise pas avec les blessures, mais se renforce avec elles. 10. Marcher debout avec dignité. La dignité ressemble à une colonne vertébrale, invisible mais indispensable. Tu peux essayer d'avancer courbé pour plaire, te plier pour t'intégrer, ou t'agenouiller pour que les autres ne soient pas dérangés.
Mais chaque fois que tu le fais, ta colonne se brise un peu plus. Et sans elle, tôt ou tard, il ne reste plus de force pour te soutenir. Marcher debout, c'est décider que ta valeur ne dépend pas des regards des autres, mais de la fermeté avec laquelle tu choisis de vivre. Celui qui marche avec dignité ne le fait pas parce que le chemin est facile. Il le fait parce qu'il sait que se plier devant l'injustice, l'humiliation ou la dégradation ne compense jamais. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté n'est pas dans l'extérieur, mais dans le choix de rester intègre même au milieu de l'adversité. Tu n'as pas besoin d'ornements, de titres, ni d'approbation pour te soutenir. Tu as besoin de principes, de cohérence et du courage de ne pas céder l'essentiel. Comment mettre cela en pratique? D'abord, examine ta posture dans la vie. Demande-toi: dans quelle situation je me penche trop pour ne pas perdre l'affection ou l'approbation? Identifier ces moments est le début pour les corriger. Le conseil est de commencer par le quotidien. Dire ce que tu penses, même si cela dérange. Rejeter ce qui dégrade, même si cela te fait perdre de la compagnie. Rester ferme, même si tes jambes tremblent. Deuxième, entoure-toi d'environnements qui ne t'exigent pas de t'agenouiller. Si tu as besoin de te diminuer pour être accepté, cet endroit n'est pas pour toi. La dignité ne se négocie pas, elle se protège. Crée des liens où tu peux te tenir debout, où tu n'as pas à cacher ta voix ni à déguiser ton essence. Un autre conseil est de pratiquer le silence lorsque l'on veut te provoquer à te rabaisser. Se taire n'est pas toujours de la soumission, parfois c'est l'acte le plus haut de dignité, car il montre que tu ne descends pas au niveau de celui qui cherche à t'entraîner. Apprends à distinguer entre le silence qui protège et le silence qui enchaîne, et choisis toujours le premier. Enfin, engage-toi à ne pas reculer sur ce que tu sais être juste. La dignité se renforce avec chaque décision qui la soutient, du plus petit au plus grand. Chaque fois que tu choisis de ne pas te trahir, ta colonne devient plus solide et ta marche plus ferme. Marcher debout avec dignité n'est pas un geste de fierté vide, c'est un acte de respect envers toi-même et une déclaration au monde. Je ne vais pas vivre à genoux. Cette posture, bien qu'elle coûte des relations, bien qu'elle dérange, bien qu'elle fasse mal, est la seule qui assure que tu ne perdras pas ce qu'il y a de plus précieux, ton essence. Et quand tu réussis à te tenir debout, tu découvres que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te faire plier. Merci d'être... Un homme ne perd pas le respect d'une femme par manque d'argent ou parce qu'il n'a pas le corps parfait. Il le perd lorsque son état d'esprit se brise, lorsque ses attitudes révèlent un besoin, une peur et une faiblesse. Et voici la vérité que beaucoup évitent. Les femmes ne fuient pas un homme pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il projette à chaque geste, chaque mot et chaque réaction. Avoir besoin d'approbation, craindre le rejet, chercher une validation constante, donner des explications inutiles, mettre la femme sur un piédestal, éviter le conflit et faire trop d'efforts pour plaire. Ce sont les 7 attitudes qui détruisent le respect et l'attraction. Elles se déguisent en amour, mais en réalité, elles sont des chaînes d'insécurité. Et une femme ne peut pas admirer un homme qui s'enchaîne lui-même. La force qui éveille une véritable attraction n'est pas dans ce que vous montrez à l'extérieur, mais dans ce que vous maîtrisez à l'intérieur. Un homme qui sait rester ferme, qui parle clairement sans se justifier, qui fait face au conflit avec sérénité et qui vit avec un but n'a pas besoin de mendier quoi que ce soit, car sa seule présence transmet la conviction. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir commence dans l'esprit. Si vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez votre vie. Si vous contrôlez vos émotions, vous retrouvez votre respect. C'est le chemin pour cesser de paraître faible et commencer à inspirer l'admiration. Restez, car dans cette vidéo, nous allons dévoiler ces attitudes qui font qu'un homme perd sa force face à une femme. Et, plus important encore, nous verrons comment les éliminer avec des pratiques stoïciennes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour retrouver votre respect, votre attraction et votre leadership. 1. Valide-toi de l'intérieur.
Un homme qui cherche la validation à l'extérieur est comme un voyageur perdu qui tend la main en espérant que quelqu'un lui offre une carte. Il marche, demande, implore, mais ne trouve jamais la direction car il ne comprend pas que le véritable chemin n'est pas dicté par l'extérieur, mais par la boussole interne. Ce besoin d'approbation est une fissure qui peu à peu se transforme en ruine. Car chaque fois que tu confies ta valeur aux yeux d'une autre personne, tu deviens l'esclave de son jugement. Et aucun homme ne peut diriger ni inspirer le respect s'il dépend du regard d'autrui pour se sentir complet. La vérité est inconfortable. Tant que tu chercheras à ce que la femme te confirme que tu es suffisant, tu ne le seras jamais. Non pas parce qu'elle le dit, mais parce que ton attitude le crie. Le désir de plaire à tout prix, d'être accepté, de recevoir des éloges constants, finit par révéler l'insécurité. Et l'insécurité est perçue avec une clarté brutale. Elle le remarque dans ton ton, dans ta façon de réagir, dans la façon dont tu changes tes mots pour plaire. Et ce que tu obtiens n'est pas le respect, mais la pitié déguisée en patience, jusqu'à ce qu'un jour l'attraction meure en silence. Le stoïcisme enseigne que ta valeur doit naître de ce que tu peux contrôler. Ta discipline, ton caractère, ta pensée. Marc Aurèle le résumait clairement. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si ton esprit est concentré sur la conviction, tu n'as pas besoin de la tape sur l'épaule de personne. La validation devient un luxe, pas une nécessité. Comment éviter de tomber dans le piège de la recherche d'approbation? D'abord, commence à reconnaître tes réalisations en privé. Tu n'as pas besoin d'un applaudissement externe pour célébrer ce que tu as accompli. Écris-le dans un journal, donne-toi du crédit sans arrogance, reconnais ce que tu as bien fait et aussi ce que tu peux améliorer. Cette pratique renforce l'esprit parce que tu apprends à être ton propre juge. Deuxièmement, pratique le silence quand tu ressens l'urgence de te vanter ou de te justifier. Si tu arrives à maîtriser cette impulsion, tu remarqueras comment l'anxiété diminue et ta présence gagne en poids. Un homme qui n'a pas besoin de parler pour être entendu démontre la sécurité. Troisièmement, fixe-toi des petits objectifs et réalise-les avec discipline. Le respect de soi ne se construit pas avec des discours, mais avec des actions répétées qui confirment qui tu es. Lorsque tu maintiens une habitude, même si personne ne la voit, ton esprit comprend qu'il peut avoir confiance en toi. Et cette confiance intérieure se reflète à l'extérieur, se ressent, se transmet, s'impose. Enfin, entoure-toi d'environnements qui ne nourrissent pas ton besoin d'approbation. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne cherchent que des likes, des applaudissements ou la validation vide des réseaux sociaux, tu finiras par tomber dans le même schéma. Choisis des contextes où l'action est valorisée, pas l'apparence, où la cohérence est récompensée, pas la flatterie. Un homme qui se valide de l'intérieur n'est pas arrogant, il est ferme. Il n'a pas besoin de demander la permission d'être qui il est. Il ne supplie pas l'attention, il l'attire naturellement. Il ne se brise pas quand on le critique, parce que sa valeur ne dépend pas de voix externes, mais de la conviction de son propre caractère. Et quand un homme atteint cette force, il ne récupère pas seulement le respect des femmes, il conquiert le plus important, le respect de lui-même. 2. Accepte le rejet avec calme. Le rejet est comme une porte qui se ferme devant toi quand tu pensais que tu allais entrer sans problème. Au début, cela blesse l'orgueil, ça fait mal, ça dérange, mais la réalité est que toutes les portes ne sont pas faites pour s'ouvrir. Beaucoup d'hommes s'effondrent face à ce claquement de porte. Ils le prennent comme une sentence contre leur valeur personnelle et alors ils sombrent dans l'insécurité. C'est là que l'attraction meurt, non pas dans le rejet en lui-même, mais dans la façon dont tu réagis face à lui. Parce qu'un homme qui ne supporte pas le rejet démontre une dépendance émotionnelle, et c'est l'un des signes les plus clairs de faiblesse. La plupart pensent que pour éviter la douleur, ils doivent fuir le rejet, vivre en plaisant et en évitant toute situation qui pourrait blesser l'ego. Mais cette fuite ne révèle que la peur.
La femme ne respecte pas l'homme qui tremble quand il entend un non. Elle respecte celui qui l'assume avec calme, continue et démontre que sa vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un ne l'a pas choisi. Le rejet ne définit pas qui tu es. Il te montre seulement que cette option n'était pas pour toi. Le stoïcisme enseigne que ce qui se passe en dehors de toi n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est comment tu l'interprètes et y réponds. Si tu prends un rejet comme une humiliation, tu t'enfonces. Si tu le prends comme une expérience, tu grandis. Cette différence change la façon dont tu es perçu et, surtout, la façon dont tu te perçois toi-même. Comment le pratiquer dans la vie quotidienne? D'abord, entraîne ton esprit à accepter les petits non sans dramatiser. Cela peut aller du fait que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi au rejet d'une proposition de travail. Observe l'émotion, reconnais-la, mais ne te rebelle pas et ne la transforme pas en tragédie. Plus tu normaliseras ces non quotidiens, plus tu seras fort face à un rejet majeur. Deuxièmement, change la narration interne. Au lieu de te demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», commence à te demander « qu'est-ce que j'ai appris ici ?» Ce changement empêche que ton estime de toi se dissolve avec chaque rejet et le transforme en une opportunité d'ajuster ton chemin sans perdre de dignité. Troisièmement, maintiens ton but en mouvement. Quand un homme fait dépendre sa route de l'approbation d'une femme, il reste bloqué s'il reçoit un rejet. Mais si ta vie a déjà une direction claire, si tes objectifs ne tournent pas autour de plaire, un non devient juste un détour, jamais une fin. C'est pourquoi ne mets jamais ta vie en pause en attendant que quelqu'un change d'avis. Quatrièmement, pratique le détachement du résultat. Avant de t'approcher d'une situation où il y a possibilité de rejet, répète-toi « ça peut bien se passer ou mal se passer, mais je reste le même ». Ce rappel renforce l'esprit et te prépare à recevoir n'importe quelle réponse avec équilibre. Enfin, prends soin de ton langage corporel et de ton ton de voix. Quand tu reçois un rejet et que ton corps se rétracte, tes épaules tombent ou ta voix tremble, tu reflètes l'insécurité. Mais si tu gardes ton calme, souris avec sérénité et te retires avec dignité, tu envoies un message puissant. Tu n'es pas un homme qui s'effondre parce que quelqu'un ne l'a pas choisi. Tu es un homme qui garde son centre quelles que soient les circonstances. Accepter le rejet avec calme ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie maîtriser ce que tu ressens. Et quand tu y parviens, le respect revient à toi, parce que tu montres que ta valeur ne se négocie pas face à un non. Un homme qui comprend cette vérité ne craint pas de perdre, parce qu'il sait qu'il ne perd jamais ce qui est le plus important, son propre respect, et c'est ainsi que ça doit être. 3. Communique clairement sans te justifier. Il y a des hommes qui parlent comme s'ils portaient un sac plein de pierres sur le dos. Chaque mot sonne lourd, forcé, plein de détours pour ne déranger personne. Ils s'efforcent tellement de décorer ce qu'ils disent qu'ils finissent par perdre le message. Ce besoin de justifier chaque action est un fardeau qui affaiblit, car il communique plus l'insécurité que la clarté. La femme le perçoit instantanément. Elle n'entend pas de fermeté. Elle entend de la peur déguisée en explications interminables. Le problème n'est pas de parler, mais comment on parle. Se justifier est une façon de demander pardon pour exister, comme si ton point de vue avait besoin d'une autorisation pour être valide. Cette habitude donne l'impression que tu ne te fais pas confiance, et rien ne tue plus rapidement le respect qu'un homme qui se contredit avec des excuses. La communication claire est une arme puissante, tandis que la communication pleine de justification est un poison lent qui détruit l'autorité personnelle. Le stoïcisme enseigne à s'exprimer à partir de la rationalité, sans fioritures inutiles, avec la sérénité de celui qui comprend que la vérité n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. L'homme qui communique avec fermeté et sans excès de mots inspire confiance. Il n'a pas besoin de convaincre de force, car sa conviction se transmet toute seule. Comment le pratiquer dans la vie quotidienne? La première étape est d'apprendre à arrêter l'anxiété d'expliquer trop. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire apporte quelque chose ou cherche simplement à plaire. Si tu découvres que c'est la deuxième option, garde le silence.
Avec le temps, tu entraînes ton esprit pour que chaque mot ait du poids et ne soit pas un remplissage pour chercher l'acceptation. La deuxième étape est de parler en phrases directes. Au lieu de dire « ce qui se passe », c'est que je pensais que peut-être ce serait mieux si tu n'avais pas d'inconvénient. Dis « je préfère le faire de cette façon ». La différence semble minime, mais l'impact est total. La première reflète la peur, la seconde montre la certitude. La troisième étape est d'apprendre à écouter. Beaucoup se justifient trop parce qu'ils ne savent pas se taire et attendent l'approbation de l'autre pour se sentir en sécurité. Mais quand tu écoutes calmement, tu réfléchis mieux à ce que tu vas dire et tu élimines l'urgence de remplir les silences avec des excuses. Un silence bien utilisé transmet plus d'autorité qu'un discours plein d'explications vides. La quatrième étape est de prendre soin du langage corporel. La clarté n'est pas seulement dans les mots, mais aussi dans la posture, le ton et le regard. Si tu parles avec fermeté, mais que tu évites le contact visuel ou que ton corps se rétracte, le message se contredit. La cohérence entre ce que tu dis et comment tu le dis est ce qui donne de la solidité. La cinquième étape est d'accepter que tu ne convaincras pas toujours. Tu n'as pas besoin de te justifier pour que quelqu'un soit d'accord avec toi. La clarté se maintient même lorsque l'autre ne partage pas ton opinion. Apprendre à rester ferme dans ta position, sans tomber dans le besoin de justifier chaque détail, est une marque de respect de soi. Quand tu élimines la justification constante et que tu parles clairement, tu cesses de sonner comme quelqu'un qui implore l'acceptation et tu commences à projeter du leadership. La femme qui t'écoute remarque la différence. Tu n'es pas un homme qui se complique pour plaire. Tu es quelqu'un qui s'affirme à partir de la sécurité de ses convictions. Et cette fermeté, bien plus que les mots doux ou les discours élaborés, est ce qui éveille le respect et maintient l'attraction vivante. 4. Considère la femme comme ton égale. L'erreur de nombreux hommes est de voir la femme comme une statue de marbre placée au sommet d'un piédestal. Ils l'admirent de bas, l'entourent de fleurs et de compliments, et vont même jusqu'à s'agenouiller en espérant être remarqués. Cette image semble romantique, mais en réalité, c'est un piège. Car lorsque tu places quelqu'un au-dessus de toi, tu te places inévitablement en dessous. Et aucun homme qui se minimise ne peut aspirer au respect ni à une véritable attirance. La mentalité de piédestal transforme la femme en juge et l'homme en accusé, transforme chaque interaction en un examen qu'il doit réussir et le condamne à agir avec peur d'échouer. Elle ne l'a pas demandé, mais il lui a lui-même remis le pouvoir de décider de sa valeur. Le résultat est toujours le même. Il perd le leadership, il perd le respect, il perd l'étincelle qui attire. Car on ne peut pas inspirer quelqu'un à t'admirer si tu te présentes comme inférieur. Le stoïcisme enseigne à vivre en équilibre, ni au-dessus ni en dessous, mais au même niveau, reconnaissant la dignité que tous possèdent. Quand tu traites la femme comme ton égale, tu ne respectes pas seulement elle, tu te respectes aussi toi. Et cette parité crée un lien plus authentique, libre de jeux de pouvoir et de fausses idéalisations. Comment le mettre en pratique dans la vie quotidienne ? La première étape est de changer le langage interne. Arrête de penser « elle est trop pour moi » ou « je dois m'efforcer d'être à sa hauteur ». Ce genre de phrase empoisonne ton esprit. Commence à te dire « je suis aussi précieux, je contribue aussi ». Non pas comme une façon de gonfler l'ego, mais comme un rappel que tu as de la valeur pour ce que tu es, pas pour comment tu es perçu. La deuxième étape est de pratiquer la cohérence dans les actions. Si tu dis que tu la vois comme ton égale, montre-le dans ton comportement. Ne mets pas ta vie en pause pour satisfaire chacun de ses caprices. Ne change pas tes plans juste pour plaire. Une relation saine se construit lorsque les deux s'ajustent, pas quand l'un sacrifie tout pour plaire à l'autre. La troisième étape est d'exprimer l'admiration sans tomber dans l'adoration. Il est bon de reconnaître sa beauté ou son intelligence, mais ne transforme pas chaque conversation en un sermon d'éloge. Le compliment perd de sa valeur quand il devient une addiction.
Admire avec équilibre, reconnais avec naturel, mais ne perds jamais l'essence de qui tu es juste pour gagner l'approbation. La quatrième étape est d'établir des limites claires. L'égalité n'existe pas si l'un a peur de dire ce qu'il pense. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le calmement. Si quelque chose te dérange, exprime-le avec respect. La femme ne respecte pas l'homme qui se tait par peur. Elle respecte celui qui reste ferme sans avoir besoin de hausser la voix. La cinquième étape est de construire ta vie au-delà de la relation. Quand ton monde tourne exclusivement autour d'elle, tu la places inévitablement sur un piédestal. Mais si tu as des objectifs, des passions et des projets propres, tu lui montres que ta vie a une direction, avec ou sans son approbation. Cette indépendance est la preuve la plus claire que tu la vois comme ton égal, pas comme le centre absolu de ton existence. Garder la femme comme ton égal ne signifie pas lui enlever de la valeur. Cela signifie lui donner la même que tu te donnes à toi-même. C'est un acte d'équilibre qui transforme la dynamique, car il n'y a pas d'attraction plus forte que celle de deux personnes qui se regardent face à face, sans chaîne de supériorité ni d'infériorité, partageant un respect mutuel. Un homme qui apprend cette leçon ne renforce pas seulement ses relations, il récupère aussi son leadership personnel. 5. Affronte le conflit avec sérénité. Le conflit est comme le feu. Il peut tout consumer en quelques secondes ou il peut forger l'acier le plus résistant. La différence ne réside pas dans le feu lui-même, mais dans la manière dont tu l'affrontes. Beaucoup d'hommes pensent que fuir le conflit est la meilleure façon de protéger la relation, que se taire, céder ou se mettre de côté est synonyme de paix. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est accumuler de la tension, perdre de l'autorité et montrer de la faiblesse. Car lorsque tu crains le conflit, ce que tu transmets en réalité, c'est la peur de perdre. Et cette peur détruit plus que n'importe quelle dispute. La femme ne respecte pas l'homme qui fuit un problème, pas plus que celui qui explose sans contrôle, car la colère démesurée est une autre facette de la même insécurité. Elle respecte celui qui se tient avec sérénité, celui qui affronte l'inconfort sans trembler ni déguiser sa posture. La véritable force n'est pas d'éviter le feu, c'est d'apprendre à marcher à travers lui sans te brûler. Le stoïcisme enseigne que ce qui blesse n'est pas ce qui se passe, mais comment tu décides de répondre. L'homme qui entraîne son esprit sait que les conflits ne sont pas des menaces à sa valeur, mais des épreuves pour démontrer sa tempérance. Chaque dispute est un terrain où il peut montrer son contrôle, sa clarté et sa fermeté. Et cette maîtrise est ce qui inspire le respect. Comment le pratiquer dans la vie quotidienne? La première étape est de changer la perception. Ne vois pas le conflit comme un monstre qui vient te détruire. Considère-le comme une opportunité de grandir. Si tu cèdes toujours pour éviter les problèmes, tu deviens un homme invisible, et l'invisible n'attire jamais. Chaque fois qu'un désaccord surgit, rappelle-toi que l'affronter avec calme renforce ton caractère. La deuxième étape est de contrôler le ton. La sérénité ne signifie pas un silence éternel, elle signifie une fermeté sans cri. Parle clairement, sans détour, et garde la voix stable. Un mot dit avec calme vaut plus que 1000 dits en colère. Ton ton doit refléter la sécurité, pas le désespoir. La troisième étape est d'écouter avant de répondre. Beaucoup de conflits s'aggravent parce que l'homme réagit sans comprendre ce que l'autre personne voulait vraiment dire. Écoute attentivement, attends, réfléchis, puis réponds. Cette brève pause est la différence entre démontrer la maturité ou révéler l'insécurité. La quatrième étape est de fixer des limites sans menace. Si quelque chose franchit la ligne de ce que tu considères acceptable, exprime-le clairement. Il n'est pas nécessaire d'intimider. Il suffit d'être ferme. Un homme qui établit des limites montre qu'il se respecte lui-même, et c'est l'un des signes les plus puissants de leadership. La cinquième étape est d'apprendre à te retirer quand c'est nécessaire. Affronter le conflit avec sérénité ne signifie pas combattre chaque bataille jusqu'à la fin. Parfois, la meilleure démonstration de force est de se retirer, non pas parce que tu fuis, mais parce que tu ne permets pas que ton énergie se gaspille dans des disputes sans sens. La sérénité se manifeste aussi dans la capacité à lâcher prise.
La 6e étape est d'entraîner ton esprit dans des situations quotidiennes. Pratique la tranquillité lorsque quelque chose de petit t'irrite, comme le trafic ou une erreur au travail. Si tu ne peux pas te maîtriser dans les choses simples, tu ne pourras pas le faire dans les grandes. Chaque occasion est une répétition pour renforcer ta tempérance. Lorsque tu affrontes le conflit avec sérénité, tu cesses d'être l'homme qui se cache ou celui qui explose. Tu deviens quelqu'un qui transmet la confiance même au milieu de la tempête. 6. Apprenez à dire non sans culpabilité. Il y a des hommes qui vivent comme s'ils étaient un distributeur automatique ouvert 24 heures sur 24. Toujours disponibles, toujours en train de dire oui, toujours en train de sacrifier leur temps et leur énergie pour plaire aux autres. Au début, cela semble noble, cela semble généreux, mais avec le temps, cela devient une condamnation. Parce que celui qui ne sait pas dire non finit par être utilisé, usé et sans respect. Une femme perçoit cette attitude comme une faiblesse déguisée en gentillesse et ne tarde pas à perdre son admiration pour celui qui n'a pas le courage de fixer des limites. Dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est la façon la plus claire de montrer que votre vie a une direction, que vous n'êtes pas prêt à trahir vos principes pour plaire. Un homme qui s'excuse chaque fois qu'il essaie de défendre son espace ou qui cède par peur de déranger devient prisonnier de son besoin d'approbation. Et ce qui est perçu dans la pratique, c'est la soumission, pas l'amour. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle réside dans ce que vous décidez d'accepter et ce que vous décidez de rejeter. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce que les autres veulent de vous, mais vous en avez sur ce que vous êtes prêt à donner. Lorsque vous comprenez cela, dire non cesse d'être un poids et devient une déclaration de liberté. Comment le mettre en pratique dans la vie de tous les jours? La première étape est d'éliminer la culpabilité associée au non. Rappelez-vous que chaque fois que vous dites non à quelque chose que vous ne désirez pas, en réalité vous dites oui à ce qui compte vraiment. Ce changement de perspective transforme l'acte en un geste d'engagement envers vous-même. La deuxième étape est de pratiquer la fermeté dans les petites choses. Dites non à un plan qui ne vous intéresse pas, à un engagement qui vous enlève plus qu'il ne vous apporte, à une faveur que vous savez que vous ne pouvez pas accomplir sans sacrifier votre paix. Chaque non que vous prononcez clairement renforce votre caractère. Et avec le temps, cela devient naturel. La troisième étape est de faire attention au ton sur lequel vous dites non. Vous n'avez pas besoin d'excuses interminables, ni d'explications détaillées. Une phrase claire suffit. Je ne peux pas. Je ne suis pas intéressé. Je préfère ne pas le faire. Plus vous embellissez le refus, plus vous donnez de place à d'autres pour essayer de vous manipuler. Le pouvoir du non réside dans sa simplicité. La quatrième étape est de comprendre que votre temps est limité. Chaque oui que vous donnez sans y penser vole de l'énergie et de l'espace à vos propres projets. Lorsque vous acceptez tout par peur de déranger, en réalité, vous vous dites non à vous-même. Demandez-vous toujours si ce que vous acceptez vous rapproche de ce que vous voulez construire ou vous en éloigne. La cinquième étape est d'observer qui réagit mal à votre non. Une personne qui respecte votre refus respecte aussi vos limites. Celui qui s'offense ou vous blâme pour ne pas l'avoir satisfait révèle qu'il n'était jamais intéressé par vous, mais par ce que vous pouviez lui donner. Ce filtre est précieux, car il vous libère des relations qui drainent votre énergie. Dire non sans culpabilité n'est pas rejeter le monde, c'est choisir votre vie. Ce n'est pas fermer des portes, c'est ouvrir les bonnes. C'est un acte de maturité qui envoie un message puissant. Je ne suis pas ici pour plaire à tout le monde, je suis ici pour vivre en cohérence. Et lorsqu'un homme apprend à le faire, il gagne non seulement le respect des autres, mais quelque chose de beaucoup plus important, le respect de lui-même. Une femme peut admirer beaucoup de choses, mais rien n'est aussi attrayant qu'un homme qui se tient debout et ne se brise pas dans sa tentative. 7. Vive avec un but et de la discipline. Il y a des vies qui ressemblent à des feuilles sèches emportées par le vent, allant d'un côté à l'autre sans direction fixe, obéissant à chaque courant qui souffle. C'est ainsi que vivent beaucoup d'hommes, sans un but clair,
sans une direction définie, se laissant emporter par des désirs momentanés et par le besoin de plaire. Ce manque de structure non seulement éteint l'attraction, mais érode aussi le respect, car il n'y a rien de plus faible aux yeux d'une femme qu'un homme qui ne sait pas où il va ni ce qu'il veut construire. La discipline et le but ne sont pas des luxes pour quelques-uns. Ils sont la base sur laquelle un homme solide se construit. Celui qui vit seulement d'impulsions et d'émotions devient l'esclave de son environnement, mais celui qui vit avec un but devient maître de lui-même. Et voici le détail que beaucoup oublient. L'attraction réelle ne naît pas des cadeaux, des flatteries, ni des efforts désespérés pour plaire. Elle naît de la fermeté de caractère, de la clarté des objectifs et de la cohérence des actions. Le stoïcisme enseigne à vivre chaque jour comme s'il s'agissait d'un pas vers la grandeur personnelle. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous ne devrions pas perdre de temps en discussions inutiles, mais nous concentrer sur ce que la nature nous a donné comme devoir. Ce devoir dans la vie moderne se traduit par la construction avec discipline de ce qui donne un sens à votre existence. Comment le pratiquer dans la vie quotidienne? La première étape est de définir clairement ce que vous voulez. Je ne parle pas de rêves vagues, mais d'objectifs concrets que vous pouvez traduire en action. Une femme peut respecter quelqu'un avec des objectifs, mais elle n'admirera jamais quelqu'un qui ne fait que parler d'eux et ne fait rien. Écrivez ce que vous cherchez à atteindre, établissez des priorités et organisez-les de manière à ce que votre énergie soit investie dans l'essentiel. La deuxième étape est d'organiser votre temps. Sans discipline, même le plus grand des objectifs reste une fantaisie. Établissez des horaires, créez des routines qui vous rapprochent de vos objectifs et respectez-les même si vous n'en avez pas envie. La force d'un homme se mesure à ce qu'il est capable de faire quand personne ne le voit et quand la motivation ne se présente pas. La troisième étape est de pratiquer l'autocontrôle. Ne tombez pas dans le jeu des distractions qui semblent inoffensives, car ce sont ces petites fuites d'énergie qui construisent la faiblesse. Apprenez à vous dire non, à renoncer à ce qui vous éloigne de votre chemin, à privilégier ce qui construit plutôt que ce qui distrait. Cette cohérence interne se projette vers l'extérieur et est perçue comme de la sécurité. La quatrième étape est de maintenir la constance même lorsque les résultats tardent. Beaucoup d'hommes abandonnent au premier obstacle et cherchent des raccourcis faciles. Mais chaque fois que vous abandonnez ce que vous avez commencé, vous envoyez un message à votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. La discipline, en revanche, renforce votre confiance en vous et renforce votre respect de vous-même. La cinquième étape est de vivre avec les yeux fixés sur l'héritage et non sur la gratification immédiate. Demandez-vous quelle empreinte vous voulez laisser et agissez en conséquence. Cette vision transforme vos décisions et élimine le besoin d'approbation externe. Vous ne vivez plus pour plaire, vous vivez pour construire. Vivre avec un but et de la discipline vous transforme en quelqu'un de ferme, de fiable et difficile à briser. La femme qui vous observe ne verra pas quelqu'un de perdu cherchant une direction en elle, elle verra quelqu'un qui marche déjà avec sa propre direction et qui peut l'inviter à partager ce chemin. Et c'est la différence entre être vu comme faible ou être respecté comme un leader. 8. Fais de l'indépendance ta marque de fabrique. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas toujours visibles. Souvent, elles sont invisibles, faites de nécessité et de dépendance. Il y a des hommes qui marchent avec ces chaînes attachées à leur cou, convaincus que sans la présence, l'attention ou l'approbation d'une femme, ils n'ont aucune valeur. Ils pensent que l'amour signifie tout donner, y compris leur liberté, et ne comprennent pas qu'ils projettent de la faiblesse. La dépendance n'attire pas, elle étouffe et finit par devenir la raison pour laquelle on perd le respect et l'admiration. L'indépendance ne signifie pas froideur ou manque d'affection, elle signifie avoir une vie propre qui ne s'effondre pas si quelqu'un part. C'est se tenir fermement avec un centre solide qui ne change pas selon l'humeur des autres. La femme ne cherche pas à être la maîtresse de ta vie, elle cherche quelqu'un qui peut marcher à ses côtés sans se perdre en chemin. Lorsque ton existence dépend d'elle, tu la places dans une position de pouvoir qu'elle n'a pas demandée, et tout ce que tu réussis à faire, c'est rompre l'équilibre.
Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu possèdes vraiment, c'est ton esprit et tes actions. Tout le reste, y compris les personnes que tu aimes, appartient à un domaine que tu ne contrôles pas. Quand tu acceptes cette vérité, tu cesses de vivre avec la peur de perdre et tu commences à vivre avec une force intérieure. Cette indépendance te rend plus attirant, car la sécurité que tu projettes ne dépend pas de conditions externes. Comment s'entraîner à cette pratique au quotidien? La première étape est de construire ta vie au-delà de la relation. Consacre du temps à tes passions, à ton travail, à ton développement personnel. Si tout ton monde tourne autour de la femme qui est avec toi, elle devient inévitablement le centre de ton identité. Lorsque tu as tes propres projets, tu montres que ta vie a une direction même si personne ne t'accompagne. La deuxième étape est de prendre soin de ton cercle social. Un homme dépendant a tendance à abandonner ses amis, sa famille et ses activités pour être toujours disponible pour elle. Récupère ces espaces, entoure-toi de personnes qui t'inspirent et qui renforcent ton caractère. Une vie indépendante se construit en communauté, pas en isolement. La troisième étape est de renforcer ton économie et ta discipline financière. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit de ne dépendre de personne pour couvrir tes besoins de base. Lorsqu'un homme se soutient lui-même, il transmet de la solidité. Et cette sécurité n'a pas besoin d'être expliquée, elle se voit dans chaque décision. La quatrième étape est de former l'esprit au détachement. Souviens-toi chaque jour que personne ne t'appartient et que tu n'appartiens à personne. L'amour se savoure avec liberté, pas avec des chaînes. Pratique la gratitude pour ce que tu as, mais sans crainte de le perdre, car la peur est ce qui alimente la dépendance. La cinquième étape est d'apprendre à apprécier la solitude. Si tu ne peux pas être avec toi-même, tu finiras toujours par chercher de la compagnie par désespoir, pas par choix. Consacre des moments à l'introspection, au silence, à te connaître. L'indépendance commence lorsque tu es capable d'être en paix sans avoir besoin de distractions externes. Faire de l'indépendance ta marque de fabrique ne signifie pas vivre isolé. Cela signifie aimer sans te perdre, partager sans dépendre, accompagner sans cesser de marcher sur ton propre chemin. Cette attitude suscite le respect, car elle montre de la force, et attire, car elle transmet de la liberté. Un homme indépendant ne supplie pas pour rester dans la vie de quelqu'un, il choisit d'y être, et ce choix volontaire est ce qui fait que sa présence est beaucoup plus appréciée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et